Claire ajuste sa robe noire pour la 3e fois en 10 minutes. Dans le miroir de l'entrée, elle voit une jeune femme de 24 ans qui ressemble à sa mère au même âge, mais avec quelque chose d'éteint dans le regard. Derrière elle, les invités arrivent par petits groupes dans le salon familial, décoré pour les fiançailles de Margot. Sa sœur cadette rayonne dans sa robe blanche, entourée de Thomas et de leurs amis du tennis club. Claire observe cette scène qu'elle connaît par cœur depuis l'enfance. Les sourires parfaits, les conversations polies, l'illusion d'une famille harmonieuse. Aujourd'hui, quelque chose en elle refuse de jouer le jeu habituel. Claire, va donc saluer tante Monique, lui glisse sa mère en passant, un plateau de petits fours à la main. Monique Dubois, la sœur de son père, approche déjà avec son sourire en coin. « Ma chérie, alors, toujours chez papa-maman ? À ton âge, j'étais déjà mariée. Et ce travail à l'entreprise familiale, c'est temporaire, j'espère ?» Claire sent son estomac se nouer. Ces questions, elle les entend depuis 6 mois, depuis qu'elle a abandonné ses études d'art pour quelque chose de sérieux. C'est comme ça que son père appelle son travail d'assistante dans l'entreprise familiale, où elle passe ses journées à classer des factures dans un bureau sans fenêtre. « Tout va très bien, tante Monique », répond-elle avec le sourire qu'on lui a appris depuis toujours. Mais les mots sonnent faux, car rien ne va bien. Elle se sent étouffée dans cette vie qu'elle n'a pas choisie, dans cette robe qu'elle n'aime pas, au milieu de ces gens qui ne la connaissent pas vraiment. Pour échapper à sa tante, Claire se dirige vers le buffet. Elle prend un verre de champagne alors qu'elle boit rarement, l'alcool lui donnant un peu de courage. Elle observe les invités qui félicitent Margot et Thomas, leur bonheur paraissant si facile, si évident. « Claire, viens voir », l'appelle Margot depuis l'autre bout du salon. Sa sœur lui fait signe de s'approcher du groupe d'amis qui admirent sa bague de fiançailles. Claire traverse le salon, évitant les regards de son père qui surveille tous ses gestes. Elle sait qu'il n'approuve pas sa tenue, trop simple à son goût. En s'approchant du groupe, Claire tente d'éviter l'oncle Bernard qui parle fort près du buffet. Dans sa hâte, elle bouscule Thomas sans le faire exprès. Le fiancé de sa sœur titube légèrement, et son verre de vin rouge se renverse sur sa chemise blanche immaculée. Le silence tombe d'un coup sur la pièce. Thomas regarde sa chemise tachée avec dégoût tandis que Margot pousse un petit cri horrifié. Les invités s'arrêtent de parler, et tous les regards se tournent vers Claire. « Pardon, je ne l'ai pas fait exprès », dit Claire immédiatement, cherchant une serviette pour aider Thomas. Mais son père traverse le salon d'un pas furieux, son visage rouge de colère. Claire reconnaît cette expression qu'elle redoute depuis l'enfance. Il s'arrête devant elle, sa voix résonnant dans le silence pesant. « Demande pardon du fiancé de ta sœur maintenant, ou sors d'ici. » 20 paires d'yeux fixent Claire. Elle sent ses joues brûler de honte, tandis que Margot, au lieu de l'aider, ricane cruellement. « Demande, vas-y, ou ça sera pire. » À cet instant, quelque chose se brise en Claire. Elle réalise qu'elle passe sa vie entière à demander pardon. Pardon d'exister différemment. Pardon d'avoir des opinions. Pardon de ne pas être la fille parfaite qu'ils veulent. Elle lève les yeux vers son père, puis vers sa sœur, puis vers tous ces visages qui attendent son humiliation. Non. Le mot sort de sa bouche avec une fermeté qui la surprend elle-même. Elle se redresse et pose son verre sur la table la plus proche. « Je ne demande plus pardon d'être moi. » Son père ouvre grand les yeux, incrédule. « Tu es devenue folle ?» Claire prend son sac à main posé sur le guéridon de l'entrée. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit d'un vrai sourire qui vient du cœur. Peut-être. On verra bien. Elle se dirige vers la porte d'entrée sans se retourner. Derrière elle, elle entend les murmures choqués des invités et la voix de sa mère qui appelle son prénom. Mais elle ne s'arrête pas. Elle ouvre la porte, sort dans la nuit fraîche de Lyon et ferme doucement derrière elle. Sur le trottoir, Claire inspire profondément. L'air du dehors lui fait du bien après l'atmosphère étouffante du salon. Elle regarde une dernière fois la maison de son enfance avec ses fenêtres illuminées. Demain, elle ne saura pas où dormir ni comment vivre. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sent libre. Claire reste immobile sur le trottoir pendant quelques minutes, observant les ombres qui dansent derrière les rideaux du salon familial, où la fête continue sans elle, comme si rien ne s'était passé. Cette réalisation lui fait mal, tout en la libérant d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle fouille dans son sac à main et fait l'inventaire de sa nouvelle vie. 60 € en espèces, une carte bancaire qu'elle n'ose pas utiliser, sachant que le compte appartient à ses parents, ses clés de voiture et son téléphone portable.
C'est tout ce qu'elle possède vraiment en propre. Sa voiture, une petite Citroën rouge que son père lui a offerte pour ses 20 ans, est garée 3 rues plus loin. Claire marche lentement dans les rues silencieuses de son quartier bourgeois, croisant des maisons identiques avec leurs jardins parfaitement entretenus. Chaque fenêtre éclairée lui rappelle une vie qu'elle a choisi de quitter. « Où est-ce que je vais dormir cette nuit ?» se demande-t-elle à voix haute, sa voix résonnant étrangement dans le silence. Pour la première fois de sa vie, elle n'a aucun plan, aucune sécurité, aucun filet de sauvetage. Emma, sa seule vraie amie, est en voyage à Londres avec son copain jusqu'à dimanche. Claire pourrait appeler d'autres connaissances, mais elle réalise amèrement qu'elle n'a que des relations superficielles, toutes issues du même milieu que sa famille. Arrivée à sa voiture, Claire s'installe au volant et démarre sans savoir où aller. Elle roule au hasard dans Lyon, passant devant des bars animés où des jeunes de son âge rient et s'amusent. Elle envie leur insouciance, leur capacité à profiter de l'instant présent sans se poser 1000 questions. Vers 11 heures, elle se gare près des quais du Rhône. L'eau noire reflète les lumières de la ville, créant un paysage apaisant qui contraste avec le chaos dans sa tête. Claire baisse les vitres pour sentir l'air frais de la nuit et ferme les yeux. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmure-t-elle, soudain prise de panique. Elle vient de couper les ponts avec sa famille, son travail, sa vie entière, sur un coup de tête. Son père avait peut-être raison, elle est peut-être devenue folle. Mais quand elle repense à cette soirée, à l'humiliation qu'on voulait lui infliger, à tous ces visages qui attendaient sa soumission, elle sait qu'elle a fait le bon choix. Pour la première fois de sa vie, elle s'est respectée. Son téléphone sonne, et le nom de sa mère s'affiche sur l'écran. Claire regarde l'appareil vibrer dans sa main, partagée entre l'envie de répondre et celle de tout couper définitivement. Au bout de 6 sonneries, elle décroche. « Claire, ma chérie, où es-tu ? Ton père est très en colère. Mais moi je m'inquiète. Rentre à la maison, on va arranger les choses. » La voix de sa mère semble fatiguée, presque suppliante. Claire sent sa gorge se serrer. « Maman, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus vivre cette vie qui n'est pas la mienne. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ? Tu as tout ce dont une fille peut rêver. Une famille qui t'aime, un travail stable, une belle maison. » Claire sourit tristement dans l'obscurité. Sa mère ne comprend pas que justement, rien de tout cela ne lui appartient vraiment. « Maman, est-ce que tu te souviens de tes rêves quand tu avais mon âge ?» Un long silence suit cette question. Quand sa mère reprend la parole, sa voix a changé. « Claire, ce n'est pas le moment de philosopher. Rentre, s'il te plaît. Je t'aime, maman. » Mais je ne rentre pas. Claire raccroche et éteint son téléphone. Ses mains tremblent légèrement, mais elle se sent plus forte qu'avant cet appel. Elle vient de franchir un point de non-retour. La nuit est maintenant bien installée. Claire incline son siège et remonte sa veste jusqu'au menton. Dormir dans une voiture n'était pas dans ses projets de vie, mais bizarrement, elle ne se sent pas malheureuse. Elle regarde les étoiles à travers le toit ouvrant et se dit que demain, elle commencera vraiment à vivre. Le froid la réveille plusieurs fois dans la nuit, mais à chaque réveil, elle sourit en se rappelant qu'elle est libre. Au petit matin, quand les premiers rayons de soleil réchauffent l'habitacle, Claire ouvre les yeux avec une détermination nouvelle. Aujourd'hui, elle va chercher un travail et un logement. Aujourd'hui, sa vraie vie commence. Le réveil sonne à 6 heures dans la voiture de Claire. Son cou la fait souffrir, ses vêtements sont froissés, et elle a la bouche pâteuse. Mais quand elle voit le lever de soleil sur le Rhône, elle sourit malgré l'inconfort. C'est son premier matin de liberté. Elle se rend dans une station-service pour se rafraîchir dans les toilettes. Devant le miroir, elle découvre une version décoiffée d'elle-même, avec des cernes sous les yeux. « Il faut que ça change vite », se dit-elle, en tentant de remettre de l'ordre dans ses cheveux. Avec ses 60 €, Claire s'achète un café et un croissant dans une boulangerie du quartier Bellecour. Le boulanger, un homme d'une 50aine d'années aux mains couvertes de farine, la regarde avec bienveillance. « Vous allez bien, mademoiselle ? Vous semblez fatiguée ? » « Ça va, merci. C'est juste que je cherche du travail aujourd'hui. »« Ah, courage alors. Ma femme dit toujours que quand on cherche vraiment, on finit par trouver. » Ces mots simples réconfortent Claire plus que tous les discours de motivation qu'elle a entendus dans sa vie. Elle remercie le boulanger et sort avec une énergie nouvelle.
Sa première étape est Pôle emploi. Dans la salle d'attente, Claire réalise qu'elle ne ressemble pas aux autres demandeurs d'emploi. Ses vêtements, même froissés, trahissent son origine sociale. Une dame d'une quarantaine d'années, aux traits tirés par la fatigue, la regarde avec curiosité. « Première fois ?» lui demande-t-elle gentiment. « Oui, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Vous verrez, ils vont vous poser plein de questions. Mais soyez honnête, ça aide. » Quand son tour arrive, Claire se retrouve face à Sylvie Moreau, une conseillère de 50 ans, au regard direct mais pas méchant. Sylvie examine le CV quasiment vide de Claire avec une expression qui oscille entre la surprise et la pitié. « Alors, vous avez 24 ans, un bac +2 en histoire de l'art interrompu, et 6 mois d'expérience comme assistante administrative dans l'entreprise familiale. »« C'est tout ? C'est tout !» avoue Claire, les joues rougissantes. « Mademoiselle Dubois, je vais être franche avec vous. Sur le marché du travail, vous n'avez aucune expérience réelle. Vous allez commencer tout en bas. Ménage, manutention, service. Vous êtes prête à ça ? » Claire pense à son lit douillet, à ses robes de marque, à sa vie facile d'avant. Puis elle se souvient de l'humiliation d'hier soir. « Oui, je suis prête. » Sylvie lui tend une liste d'offres d'emploi. Il y a une place de serveuse dans une brasserie populaire, quartier Guillotière. Le patron, Marcel Dubois, cherche quelqu'un rapidement. Pas de lien de parenté avec vous, je suppose ? Non, aucun. Parfait. Présentez-vous cet après-midi et soyez honnête sur votre situation. Les gens sentent quand on leur raconte des histoires. Claire prend l'adresse et remercie Sylvie. En sortant, elle croise le regard de la dame qui l'avait rassurée tout à l'heure. « Alors, comment ça s'est passé ? J'ai peut-être un travail ? Félicitations, vous voyez, il fallait juste y croire. » L'après-midi, Claire se présente devant Chez Marcel, une petite brasserie aux façades un peu fatiguées, mais qui dégage une chaleur authentique. À travers la vitrine, elle voit des ouvriers en bleu de travail, des employés en pause déjeuner, des retraités qui jouent aux cartes. Un monde qu'elle ne connaît pas. Marcel Dubois est un homme trapu de 58 ans, aux cheveux grisonnants et aux mains calleuses. Il la reçoit dans son petit bureau encombré, derrière le bar. « Alors, vous voulez travailler chez moi ? Vous savez ce que c'est, le service ? » « Pas vraiment, monsieur Dubois. Mais je peux apprendre. » Marcel l'observe attentivement. Il voit sa nervosité, ses mains trop douces, ses vêtements trop chics pour ce quartier. « Vous venez d'où exactement ?» Claire hésite, puis décide d'être honnête comme le lui a conseillé Sylvie. « D'une famille bourgeoise. J'ai quitté la maison hier soir et j'ai besoin de travailler pour vivre. »« Hier soir ? Et vous dormez où ?»« Dans ma voiture, pour l'instant. » Marcel secoue la tête, mais pas avec mépris, plutôt avec une forme de compassion rude. « Écoutez, mademoiselle, ici, c'est du vrai travail. Pas un stage de découverte pour filles de bonne famille qui s'ennuient. Si je vous prends, c'est 12 heures par jour debout, des clients pas toujours aimables et un salaire de misère. Vous êtes sûre ? » Claire le regarde droit dans les yeux. « J'en suis sûre. Bon, on essaie une semaine. Si vous tenez le coup, on verra pour la suite. Vous commencez demain matin, 6 heures. » En sortant de la brasserie, Claire sent un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle vient de décrocher son premier vrai travail. Demain, sa nouvelle vie commence vraiment. Le premier jour chez Marcel se révèle être un véritable baptême du feu pour Claire. À 6 heures du matin, elle découvre un monde qu'elle n'imaginait pas. L'odeur de café mélangée à celle de la javel, le bruit des chaises qu'on retourne sur les tables, l'agitation matinale d'une équipe qui se prépare à affronter la journée. Nadia, une femme de 35 ans aux cheveux teints en blond, devient sa formatrice improvisée. Elle regarde Claire avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Alors toi, c'est la nouvelle petite bourgeoise dont Marcel nous a parlé ? Tu vas voir, ma belle, ici on ne rigole pas. » Les premières heures sont un enchaînement d'erreurs pour Claire. Elle renverse du café sur un client, confond les commandes et casse 2 verres en moins d'1 heure. À chaque maladresse, elle sent les regards amusés ou agacés des clients et de ses collègues. Vers 10 heures, son téléphone vibre dans sa poche. Le nom de Margot s'affiche sur l'écran. Claire hésite un moment, puis décroche en s'éloignant vers la réserve. « Claire, maman m'a dit que tu as décroché hier soir. Où es-tu ? Papa refuse de prononcer ton nom, mais il fait une tête d'enterrement depuis ce matin. Je travaille, Margot. » « Tu travailles ? Où ça ?
Et tu dors où d'ailleurs? Maman se fait un sang d'encre. Claire regarde autour d'elle. Les caisses de bière empilées, l'évier rempli de vaisselle sale, l'odeur de friture qui imprègne tout. Comment expliquer ce monde à sa sœur qui n'a jamais eu à se préoccuper de rien? Je me débrouille. Et toi? Comment va ton couple parfait? Un silence gêné s'installe au bout du fil. Margot baisse la voix. Thomas, il n'était pas là quand je me suis réveillée ce matin. Son téléphone était éteint. Je crois qu'il était chez cette fille de son bureau. Claire sent son cœur se serrer pour sa sœur, malgré tout ce qui s'est passé. Margot, pourquoi tu acceptes ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis enceinte de 6 mois. J'ai arrêté mes études pour me marier. Si je le quitte, je me retrouve avec quoi? Avec ta dignité. Margot éclate en sanglots au téléphone. Pour la première fois depuis des années, Claire entend sa sœur vraiment pleurer, sans artifice ni manipulation. Tu ne comprends pas, Claire. On n'a pas tout ton courage. Ou ta folie, je ne sais plus. Marcel apparaît dans l'embrasure de la réserve et tapote sa montre d'un air significatif. Claire comprend le message. Margot, il faut que j'y aille. Si tu as besoin de parler vraiment, tu peux me rappeler ce soir. Claire, est-ce que tu vas bien au moins? Oui, pour la première fois depuis longtemps, je vais bien. De retour en salle, Claire reprend son service avec une énergie différente. Elle pense à Margot, prisonnière de ses choix et de ses peurs. Elle pense aussi à elle-même il y a 3 jours, incapable d'imaginer tenir un plateau ou nettoyer une table. L'après-midi passe plus rapidement. Claire apprend à écouter les clients, à retenir les commandes, à se déplacer efficacement dans l'espace restreint de la brasserie. Ahmed, un retraité algérien qui vient tous les jours prendre son café, lui sourit gentiment. Première journée, mademoiselle? Ça se voit tant que ça? Un peu. Mais vous apprenez vite. Hier, vous n'auriez pas su tenir ce plateau sans le faire trembler. Cette remarque bienveillante touche Claire plus qu'elle ne l'aurait cru. Ahmed représente exactement le contraire de son monde d'origine. La simplicité, l'authenticité, la gentillesse sans calcul. En fin d'après-midi, Marcel fait le bilan avec elle dans son bureau. Alors, cette première journée? Difficile, mais instructive. Vous avez cassé pour 15 € de vaisselle, servi 3 mauvaises commandes et fait attendre une table pendant 21 minutes. Claire baisse la tête, s'attendant à être renvoyée. Mais, continue Marcel avec un demi-sourire, vous n'avez pas abandonné. Et Ahmed m'a dit que vous l'aviez écouté parler de sa famille pendant 10 minutes sans regarder votre montre. Dans ce métier, l'humain compte autant que l'efficacité. Ça veut dire que je peux revenir demain? Ça veut dire qu'on continue l'essai. Mais attention, mademoiselle Claire. Ici, on ne fait pas de cadeaux longtemps. En sortant de la brasserie, Claire sent la fatigue dans tout son corps. Ses pieds la font souffrir. Ses mains sont rouges d'avoir lavé des verres toute la journée. Pourtant, elle ressent une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue, celle d'avoir mérité sa journée. Le soir, installée dans sa voiture, elle repense à l'appel de Margot. Sa sœur lui paraît maintenant plus fragile que méchante, plus prisonnière que privilégiée. Claire se demande si elle trouvera un jour le courage de revenir vers sa famille, non pas pour se soumettre, mais pour les aider à se libérer aussi. Après une semaine chez Marcel, Claire commence enfin à trouver son rythme. Ses gestes deviennent plus sûrs, elle mémorise mieux les commandes, et surtout, elle apprend à connaître ses clients réguliers. Chaque visage raconte une histoire, chaque conversation révèle une humanité qu'elle n'avait jamais pris le temps d'observer dans son ancienne vie. Ce matin-là, vers 8 heures, elle sert son café habituel à Fatima, une femme de 40 ans qui travaille comme aide-soignante à l'hôpital Saint-Joseph. Fatima a toujours un mot gentil malgré ses journées épuisantes et ses 3 enfants qu'elle élève seule. « Comment va votre fils aîné, Madame Fatima ? Ahmed a eu 15 en mathématiques hier. Il veut devenir ingénieur, vous savez. Je travaille dur pour qu'il y arrive. » La fierté dans sa voix émeut Claire. Fatima enchaîne 2 emplois pour offrir un avenir meilleur à ses enfants, sans jamais se plaindre. Cette force tranquille impressionne Claire plus que tous les discours motivationnels qu'elle a pu entendre dans sa famille. Vers 10 heures, elle découvre une nouvelle cliente, Léa, une étudiante en soins infirmiers d'environ 26 ans, aux cheveux châtains et aux yeux fatigués mais intelligents.
Elle commande un café et sort des cours de son sac pour réviser entre deux gorgées. « Vous étudiez tout en travaillant ?» demande Claire en essuyant la table voisine. « Oui, je bosse de nuit à l'hôpital et j'étudie le jour. C'est dur, mais j'y arriverai. Et vous, ça fait longtemps que vous travaillez ici ? » « 1 semaine seulement. Je découvre encore. » Léa la regarde avec curiosité, comme si elle percevait quelque chose de différent chez Claire. « Vous habitez dans le quartier ?» Claire hésite une seconde. « Pas encore. Je cherche justement un logement. »« Ah, moi je cherche une colocataire pour partager mon appartement. C'est petit mais propre et pas cher. Ça vous intéresserait ?» Cette proposition tombe comme une bénédiction. Claire dormait encore dans sa voiture, se lavant dans les toilettes de la brasserie le matin. L'idée d'avoir un vrai lit et une vraie douche lui paraît un luxe inouï. Combien pour la chambre ? 250 € par mois, charges comprises. L'appartement fait 45 mètres carrés, près de la station de métro Guillotière. Claire calcule rapidement. Avec son salaire de serveuse, elle peut s'en sortir juste. J'aimerais beaucoup visiter. On peut y aller après votre service si vous voulez. L'après-midi passe lentement, Claire ayant hâte de découvrir ce qui pourrait devenir son nouveau chez elle. Vers 18h, elle accompagne Léa dans un immeuble des années 70, un peu défraîchi mais bien entretenu. L'appartement est effectivement petit. Un salon-cuisine, 2 chambres minuscules et une salle de bain qui a connu des jours meilleurs. Mais il y règne une atmosphère chaleureuse, avec des plantes vertes, des livres partout et des photos de voyage accrochées au mur. « C'est parfait », dit Claire sans hésitation. Léa sourit. « Vous savez, je dois vous avouer quelque chose. Vous ne ressemblez pas aux autres filles qui ont répondu à mon annonce. Il y a quelque chose de différent chez vous. » « Différent comment ? Je ne sais pas. Votre façon de parler, vos mains qui ne sont pas habituées au travail manuel, votre politesse un peu trop parfaite. Vous venez d'où vraiment ? Claire s'assoit sur le canapé défoncé et raconte son histoire à Léa. Sa rupture familiale, sa nuit dans la voiture, son premier emploi chez Marcel. Léa l'écoute sans juger, hochant parfois la tête avec compréhension. Vous avez du courage. Moi, j'ai quitté ma famille à 18 ans, mais c'était plus par nécessité que par choix. Mon beau-père, disons qu'il valait mieux que je parte. Cette confidence crée immédiatement un lien entre elles. 2 femmes qui ont dû se construire seules, chacune à sa manière. On peut essayer la colocation, dit Léa finalement. Mais j'ai des règles. Respect mutuel, partage équitable des tâches ménagères, et pas de petit ami qui traîne en permanence. Ça vous va ? Parfaitement. Quand est-ce que je peux emménager ? Dès demain, si vous voulez. Ce soir-là, pour la dernière fois, Claire dort dans sa voiture. Mais cette fois, c'est différent. Elle n'est plus une fugueuse sans abri. Elle est une jeune femme indépendante qui commence à construire sa nouvelle vie, morceau par morceau. Au réveil, elle regarde son reflet dans le rétroviseur. Ses traits se sont affinés, ses mains ont durci, mais surtout, ses yeux ont retrouvé une étincelle qu'elle avait perdue depuis longtemps. En 15 jours, elle a plus changé qu'en 24 années d'existence. Marcel l'accueille avec un sourire inhabituellement chaleureux quand elle arrive au travail. « Alors, mademoiselle Claire, on dit que vous avez trouvé un logement ? Nadia m'a rapporté la nouvelle. Oui, je déménage ce soir. Enfin, si on peut appeler ça un déménagement avec juste un sac de vêtements. Ne vous inquiétez pas. Au début, on a tous commencé avec presque rien. L'important, c'est d'avoir un toit et un projet. Vous avez les 2 maintenant. Cette journée de travail passe comme un rêve. Claire sent qu'elle a franchi une étape importante. Elle n'est plus en survie. Elle commence à vivre vraiment. Le soir, quand elle pose ses affaires dans sa nouvelle chambre chez Léa, elle réalise qu'elle n'a jamais été aussi heureuse de si peu. La vie avec Léa s'organise naturellement. Les 2 jeunes femmes trouvent rapidement leur rythme. Léa part à l'hôpital, quand Claire rentre de la brasserie. Elles se croisent au petit déjeuner et partagent parfois un repas le week-end. Cette cohabitation simple et respectueuse fait du bien à Claire, qui découvre le plaisir de l'indépendance partagée. Un mardi matin, Marcel installe un vieil appareil photo numérique sur le comptoir. Il appartient à sa nièce partie tenter sa chance à Paris comme photographe freelance. Elle l'a oublié ici la semaine dernière. Ça vous intéresse, mademoiselle Claire ? Je l'ai vu vous regarder travailler parfois, comme si vous observiez quelque chose que les autres ne voient pas.
Claire prend l'appareil avec précaution. Elle n'a pas touché un objectif depuis l'abandon de ses études d'art. Le poids familier de l'appareil dans ses mains réveille quelque chose qu'elle croyait enterré. « Je peux essayer ?» « Bien sûr. Amusez-vous. » Au début, Claire photographie discrètement pendant les moments creux. Elle capture Ahmed expliquant l'histoire de l'Algérie à un jeune client curieux, Fatima aidant sa fille avec ses devoirs sur une table du fond, Marcel écoutant patiemment les confidences d'un habitué qui traverse une période difficile. Ces moments ordinaires prennent une beauté particulière à travers son objectif. Claire redécouvre le plaisir de saisir l'instant, de révéler l'émotion cachée derrière les gestes du quotidien. Une semaine plus tard, Julien Moreau pousse la porte de la brasserie. Claire le reconnaît immédiatement, son ancien camarade de lycée, maintenant journaliste au Progrès. Il la cherche du regard et s'arrête net en la voyant, tablier noué autour de la taille, plateau à la main. « Claire ? Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ?» La surprise dans sa voix mélange inquiétude et incompréhension. Claire sent ses joues rougir sous le regard de celui qui représente son ancien monde. « Je travaille, comme tu peux le voir. Un café ?» Julien s'installe au comptoir, visiblement troublé par cette rencontre inattendue. « Mais enfin, que s'est-il passé ? La dernière fois que j'ai eu de tes nouvelles, tu travaillais dans l'entreprise de ton père. Les choses changent parfois. » « Et toi, toujours dans le journalisme ? » ?»« Oui, je couvre l'actualité locale. Mais Claire, sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as des problèmes ? » Sa condescendance involontaire agace Claire. Julien ne peut concevoir qu'elle ait choisi cette vie plutôt que de la subir. « Aucun problème. Je vis ma vie, c'est tout. » Julien remarque l'appareil photo posé près de la caisse. « Tu fais encore de la photo ? » ?»« Un peu. »« Je peux voir ?» Claire hésite, puis lui montre quelques clichés sur l'écran de l'appareil. Julien examine les images avec une attention croissante. Son expression change progressivement, passant de la curiosité polie à la surprise, puis à quelque chose qui ressemble à de l'admiration. « Claire, ces photos sont remarquables. Tu as un regard vraiment unique sur les gens. Cette lumière, ces expressions, c'est du très beau travail. » Pour la première fois depuis leur conversation, Julien la regarde vraiment, sans condescendance. « Tu sais, on organise une exposition sur la vie des quartiers populaires au centre culturel. Ces images pourraient parfaitement s'y intégrer. Ça t'intéresse ? » L'offre surprend Claire. Elle, qui pensait avoir tout quitté de son ancienne vie, découvre que peut-être certaines choses peuvent être récupérées et transformées. Il faudrait que je réfléchisse. Et que j'en parle aux gens que j'ai photographiés. Bien sûr. Prends ton temps. Voici ma carte. Après le départ de Julien, Marcel s'approche de Claire. C'était qui, ce jeune homme ? Quelqu'un de mon ancienne vie. Il pense que mes photos valent quelque chose. Marcel regarde l'appareil. Puis Claire. Ma nièce disait toujours que l'art, c'est montrer ce que les autres ne voient pas. Vous voyez mes clients comme des personnes, pas comme des numéros. C'est rare. Cette remarque touche Claire au cœur. Depuis des semaines, elle observe ces vies simples mais dignes, ces luttes quotidiennes menées avec courage. Peut-être que son œil, éduqué dans un monde privilégié, peut servir à révéler la beauté de ceux que ce même monde ignore. Le soir, en rentrant chez elle, Claire trouve Léa en train d'étudier sur la table de la cuisine. « Bonne journée ? » Étrange. Quelqu'un de mon passé est venu au restaurant. Il pense que je devrais exposer mes photos. Léa lève les yeux de ses cours. « Et qu'est-ce que tu en penses, toi ? » « Je ne sais pas. J'ai peur que ce soit récupéré, transformé en quelque chose de décoratif pour gens qui se donnent bonne conscience. Ou alors, ça peut être l'occasion de montrer la vraie beauté des gens d'ici. Tu es la mieux placée pour le savoir. » Cette nuit-là, Claire regarde ses photos sur l'ordinateur de Léa. Chaque image raconte une histoire de dignité, de force tranquille, d'humanité authentique. Peut-être que Julien a raison. Peut-être que son art peut servir à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Claire passe plusieurs jours à réfléchir à la proposition de Julien. L'idée d'exposer ses photos la tente, mais elle veut d'abord obtenir l'accord des personnes qu'elle a photographiées. Elle commence par Ahmed, qui accepte avec fierté quand elle lui explique le projet. « Bien sûr, mademoiselle Claire, si mes histoires peuvent intéresser les gens, je suis content. Mon petit-fils pourra voir son grand-père dans une vraie exposition. » Fatima se montre plus réticente au début, puis finit par accepter quand Claire lui assure que les photos montrent la beauté de son quotidien, pas sa précarité. « Vous savez, personne ne nous regarde jamais vraiment.
Si vos photos peuvent changer ça, alors d'accord. Marcel donne aussi son autorisation avec enthousiasme. Ma nièce serait fière de voir que son appareil sert enfin à quelque chose d'important. Claire contacte Julien pour lui annoncer sa décision. Ils se retrouvent au centre culturel pour organiser l'exposition qui aura lieu dans 15 jours. Le lieu est modeste mais lumineux, parfait pour mettre en valeur ces images. « J'ai parlé au directeur », dit Julien. « Il est très intéressé par ton travail. Il pense même inviter la presse locale pour le vernissage. » L'idée de voir ces photos dans les journaux inquiète Claire, mais elle se rassure en pensant que c'est pour une bonne cause. Les jours suivants passent rapidement entre le travail à la brasserie et la préparation de l'exposition. Claire tire ses meilleures photos, les fait encadrer avec ses économies et rédige de courtes légendes pour chacune. La veille du vernissage, alors qu'elle accroche ses œuvres avec Julien, son téléphone sonne. C'est Margot, et sa voix semble étrange, plus fragile que d'habitude. « Claire, il faut que je te parle. Thomas, il m'a quittée ce matin. Il dit qu'il ne veut plus de cette vie, plus du bébé. Il est parti avec ses affaires. » Claire sent son cœur se serrer. Malgré leur dispute, elle n'a jamais voulu que sa sœur souffre. « Où es-tu maintenant ? » ?»« À la maison. Enfin, chez papa et maman. Ils m'ont accueillie, mais papa dit que c'est de ta faute. Que si tu étais restée, Thomas n'aurait pas eu cette idée de partir. Margot, ce n'est pas ma faute. Thomas était un lâche bien avant que je parte. Je sais. Mais j'ai peur, Claire. Je ne sais pas comment faire. Toute seule avec un bébé. Pour la première fois depuis leur enfance. Margot avoue sa vulnérabilité sans agressivité. Claire sent qu'elle a besoin d'aide, mais elle ne peut pas abandonner sa nouvelle vie. « Tu veux que je vienne te voir ? Tu ferais ça ? Après tout ce qui s'est passé ? Tu es ma sœur, Margot. » Le soir du vernissage, Claire se rend d'abord chez ses parents. L'accueil est glacial de la part de son père, mais sa mère semble heureuse de la voir. Margot, enceinte de 7 mois, paraît épuisée et vulnérable. « Tu as changé, » dit Margot en regardant Claire. « Tu as l'air plus forte. J'ai appris à me débrouiller seule. Toi aussi, tu peux y arriver. » « Mais comment ? Je n'ai jamais travaillé, jamais vécu seule. Un jour à la fois. Et tu n'es pas seule, tu as papa et maman. » Leur père intervient brusquement. « Si tu n'étais pas partie en claquant la porte, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as donné le mauvais exemple. » Claire se lève calmement. « Papa, Margot a le droit d'être heureuse. Thomas la rendait malheureuse bien avant mon départ. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Elle va apprendre à être libre. Comme moi. » Claire embrasse sa sœur et promet de revenir bientôt. En partant, elle entend sa mère murmurer à son père « Peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'il faut parfois partir pour mieux se retrouver. » Le vernissage a déjà commencé quand Claire arrive au centre culturel. Ses photos sont exposées sous un bel éclairage et plusieurs personnes les admirent avec attention. Ahmed est venu avec son petit-fils, Fatima avec ses enfants. Ils semblent fiers de voir leur visage mis en valeur. « Vos photos racontent notre vraie vie, » dit Ahmed à Claire. « Pas celle qu'on voit dans les journaux, mais celle qu'on vit vraiment. Merci. » Claire réalise que son art peut vraiment servir à quelque chose d'important. Montrer la dignité là où d'autres ne voient que de la pauvreté. C'est peut-être ça, sa nouvelle mission. L'exposition Fragments de dignité connaît un succès inattendu. Pendant 3 semaines, les visiteurs se succèdent au centre culturel pour découvrir le regard de Claire sur la vie des quartiers populaires. Les commentaires sont élogieux, et plusieurs photos trouvent acquéreur. Un matin, alors que Claire sert le café habituel d'Ahmed, un homme en costume élégant entre dans la brasserie. Il se présente comme galeriste parisien et demande à parler à la photographe dont tout le monde parle. « Mademoiselle, votre travail m'intéresse. J'aimerais vous proposer quelque chose. » Pierre Delacroix dirige une galerie prestigieuse dans le 6e arrondissement. Il offre à Claire un contrat d'exclusivité. Elle deviendrait photographe officielle de la galerie, avec un salaire confortable et la garantie d'exposition régulière. Votre regard sur les classes populaires plaît beaucoup à notre clientèle. C'est exactement ce qu'ils recherchent, de l'authenticité, du vrai. Claire écoute attentivement, mais quelque chose dans le discours de Delacroix la dérange. Il parle de ces sujets comme d'objets décoratifs pour rassurer les consciences bourgeoises. « Il faudrait que je réfléchisse », répond-elle poliment.
Bien sûr, mais ne tardez pas trop. Ces opportunités ne se représentent pas souvent. Le même soir, Julien vient à la brasserie pour discuter avec Claire de cette proposition qu'il trouve extraordinaire. « Claire, tu te rends compte ? Une galerie parisienne ? C'est le début d'une vraie carrière artistique. Tu ne peux pas refuser ça. Je ne suis pas sûre que ce soit ce que je veux. » « Comment ça ? Tu préfères rester serveuse toute ta vie ? » Cette remarque blesse Claire qui réalise que Julien, malgré son admiration pour son travail, ne comprend toujours pas ses choix de vie. Il n'y a rien de honteux à être serveuse, Julien. Et mes photos ne sont pas des produits de consommation pour bourgeois en mal d'exotisme. Mais enfin, sois réaliste. Cette galerie peut te donner une vraie reconnaissance. Quelle reconnaissance ? Celle de gens qui regardent mes photos en sirotant du champagne sans jamais rencontrer les personnes qu'elles représentent ? La discussion s'envenime rapidement. Julien ne comprend pas qu'elle refuse une telle opportunité, et Claire se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Il voit dans son art un tremplin social. Elle y voit un moyen de révéler la beauté ignorée. Pendant ce temps, Margot traverse une période difficile. Seule avec son bébé né prématurément, elle peine à s'adapter à sa nouvelle situation. Elle appelle Claire régulièrement, cherchant des conseils et du réconfort. « Comment tu fais pour être si forte ?» lui demande-t-elle un soir au téléphone. « Je ne suis pas forte, Margot. Je fais juste ce qui me semble juste, un jour après l'autre. » Maman dit que papa commence à regretter sa colère. Il ne l'avoue pas, mais il parle souvent de toi. Cette nouvelle touche Claire sans la surprendre. Elle sait que sa famille a besoin de temps pour comprendre ses choix, comme elle-même a eu besoin de temps pour les assumer. Finalement, Claire décline l'offre de la galerie parisienne. Elle préfère organiser une nouvelle exposition, cette fois dans le quartier même où vivent ses sujets. L'idée plaît à Marcel, qui propose d'utiliser la brasserie comme lieu d'exposition. Comme ça, les gens pourront voir les photos et rencontrer ceux qui y figurent. C'est plus honnête. Julien ne cache pas sa déception et leur amitié se refroidit. Claire en est triste, mais elle sait qu'elle a fait le bon choix. Son art doit servir à créer des ponts entre les mondes, pas à creuser les fossés. Le jour de l'inauguration dans la brasserie, tous les habitués sont présents. Ahmed raconte ses souvenirs à des visiteurs curieux. Fatima explique son quotidien d'aide-soignante. L'atmosphère est chaleureuse et authentique. « C'est exactement comme ça que ça devait se passer », dit Léa à Claire en regardant les échanges spontanés entre les gens. Claire sourit, sachant qu'elle a trouvé sa voie. Utiliser son art pour révéler la beauté du quotidien, sans jamais trahir la confiance de ceux qui acceptent de poser devant son objectif. Cette fidélité à ses valeurs lui donne une satisfaction que jamais aucune galerie parisienne n'aurait pu lui apporter. 18 mois après avoir quitté la maison familiale, Claire contemple sa nouvelle vie depuis la fenêtre de l'appartement qu'elle partage toujours avec Léa. Le quartier Guillotière s'éveille doucement et elle reconnaît les visages familiers qui se dirigent vers le travail. Elle fait maintenant partie de ce tissu humain qu'elle a appris à aimer. La brasserie de Marcel a fermé ses portes la semaine dernière. Le vieil homme a pris sa retraite et Claire a racheté le fonds de commerce grâce à un prêt participatif organisé par les habitants du quartier. L'endroit va rouvrir sous le nom de l'Objectif, à la fois café et galerie photographique permanente. « Tu es sûre de ton coup ?» lui demande Léa en buvant son café matinal. « Plus que jamais. Marcel m'a tout appris sur la gestion, et j'ai mes projets photographiques pour attirer une clientèle différente sans perdre les habitués. » Claire a mûri. Ses mains portent maintenant les marques du travail. Ses traits se sont affinés, mais surtout, son regard a gagné une profondeur nouvelle. Elle sait qui elle est et ce qu'elle veut. Ce matin, elle attend une visite importante. À 10 heures précises, sa famille pousse la porte de l'ancien chez Marcel. Margot entre la première, portant sa fille de 6 mois dans les bras. Elle a retrouvé confiance en elle depuis qu'elle a commencé une formation d'assistante sociale. « C'est vraiment toi qui vas diriger tout ça ?» demande-t-elle avec admiration. Leurs parents suivent, visiblement impressionnés par l'endroit rénové avec goût. Le père de Claire observe les photographies accrochées au mur. Des visages souriants, des moments de vie authentiques, la beauté du quotidien révélée par l'objectif de sa fille. Ces gens, ils ont l'air heureux, murmure-t-il, surpris. Ils le sont, papa, à leur manière. Leur mère s'arrête devant une photo d'Ahmed expliquant l'histoire à son petit-fils. Cette image, elle raconte quelque chose de beau.
Je ne savais pas que tu voyais le monde comme ça. J'ai appris à regarder vraiment, pas seulement ce qu'on attend de moi. Le moment qu'elle redoutait arrive quand son père s'approche d'elle. Il semble avoir vieilli, ses traits sont plus marqués, mais son regard a perdu cette dureté qu'elle connaissait trop bien. Claire, nous nous sommes trompés. Ta mère et moi, on pensait bien faire en voulant te protéger, mais on t'empêchait de vivre. Ces mots, Claire les attendait depuis si longtemps qu'elle ne sait plus si elle en a encore besoin. Mais entendre son père les prononcer apaise quelque chose en elle. Papa, vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux. Maintenant, je fais ce que je pense être le mieux pour moi. Est-ce qu'on pourrait recommencer différemment? Claire regarde cet homme qui a dominé son enfance et réalise qu'il n'est plus qu'un père vieillissant qui essaie de comprendre sa fille. On peut essayer, mais en respectant qui je suis devenue. L'après-midi, Claire fait visiter le quartier à sa famille. Elle leur présente Ahmed, qui raconte ses souvenirs d'Algérie, Fatima, qui parle de ses enfants avec fierté, les commerçants qui la saluent comme une voisine respectée. « Tu as trouvé ta place », observe sa mère avec émotion. « Oui, et j'ai appris que la vraie richesse, c'est d'être entourée de gens authentiques, qui vous acceptent comme vous êtes. » Le soir, David vient la retrouver pour l'inauguration officielle de L'Objectif. Cet homme de 32 ans, instituteur dans une école du quartier, partage sa vie depuis 6 mois. Leur relation s'est construite lentement, sur des bases solides, le respect mutuel, des valeurs communes, et l'amour qui naît de la vraie connaissance de l'autre. « Alors, comment ça s'est passé avec tes parents ?» demande-t-il en l'embrassant. Mieux que prévu. Ils commencent à comprendre. L'inauguration attire du monde. Les habitués de Marcel, des amateurs de photographie, des journalistes locaux, et même quelques personnalités culturelles. Mais l'ambiance reste conviviale, fidèle à l'esprit du lieu. Julien apparaît vers la fin de la soirée. Leurs rapports se sont apaisés avec le temps, et il reconnaît maintenant la cohérence du parcours de Claire. « Tu avais raison », lui dit-il simplement. « Ton art a plus de sens ici qu'il n'en aurait jamais eu dans une galerie parisienne. » Quand les derniers invités partent, Claire reste seule dans son café-galerie. Elle contemple les photos qui ornent les murs, des visages amis, des moments de bonheur simple, la beauté révélée du quotidien. Elle pense au chemin parcouru depuis cette soirée de fiançailles où elle a dit « non » pour la première fois de sa vie. Ce « non » l'a menée vers tous les « oui » qui comptent vraiment. Oui à l'authenticité, oui au travail qui a du sens, oui à l'amour véritable, oui à la liberté d'être soi-même. Demain, l'Objectif ouvrira officiellement ses portes. Claire servira le café du matin à Ahmed, discutera avec Fatima de ses projets d'avenir, travaillera sur sa prochaine série photographique. Une vie simple, mais choisie. Une vie où chaque geste a du sens parce qu'il correspond à qui elle est vraiment devenue. En éteignant les lumières, Claire sourit. Elle a appris que le bonheur ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans la cohérence entre nos actes et nos valeurs. Et ça, personne ne pourra jamais le lui reprendre.